Comment mener une vie professionnelle en phase avec l'écologie? Et selon vous, est-il préférable de travailler pour des grosses entreprises que l'on pointe régulièrement du doigt pour leur impact écologique afin de les changer de l'intérieur, ou plutôt prendre part à des petits projets en totale cohérence avec les problématiques écologiques? Alors, je vais vous répondre d'une manière un peu... C'est pas vraiment biaisé. En fait, je pense qu'il faut travailler pour des gens plus que pour des structures. Il n'y a pas de vérité universelle. Vous avez des grandes entreprises. Alors, les grandes entreprises sont des univers qui sont plus contraints, globalement, que les petites, mais c'est des univers qui ont plus de moyens. Dans une grande entreprise, par ailleurs, pour faire la révolution, on la fait rarement à l'âge auquel on a envie de faire la révolution. Donc vous avez envie de faire la révolution à votre âge, sauf que quand vous allez rentrer dans une entreprise, vous êtes débutant, vous ne connaissez pas bien le métier de l'entreprise, vous n'avez pas de prise sur les hautes sphères parce que le patron, il est N-N plus 25 par rapport à vous, parce que vous n'avez pas la main sur de l'arbitrage, des arbitrages budgétaires qui comptent, parce que, etc. Donc c'est le grand paradoxe, c'est qu'au moment où vous avez envie de faire la révolution, vous n'avez pas les moyens de faire la révolution, puis une fois que vous aurez mon âge et que vous serez encrotté, vous en aurez moins envie. Donc, voilà, le monde est mal fait. Mais pour répondre à votre question, donc si vous avez la chance, en fait il faut chercher, c'est comme les truffes, hein, il faut chercher, ou les champignons, et puis un jour vous aurez peut-être la chance de trouver quelque chose qui sera pas trop mal comme attelage, c'est-à-dire la proximité avec quelqu'un qui a la possibilité de faire des arbitrages, qui vous délègue assez vite, mais vous aurez toujours une période d'apprentissage, la capacité à suggérer ou à réfléchir, et dans un créneau dans lequel la possibilité de changer, vous aurez, vous, une appréciation en propre qui vous permet de penser que ce n'est pas du bullshit intégral. Parce que malheureusement, vous avez aussi cette difficulté, c'est que le greenwashing est omniprésent dans le domaine qui me concerne. Alors les grandes techniques de greenwashing, il y en a quelques-unes que je peux vous apprendre, qui sont très simples. La première s'appelle confondre 1 et 1000. Donc dans une entreprise qui fait 10 000 personnes, le service com passe son temps à parler des 10 personnes qui font des trucs bien. Voilà, ça c'est une première technique de greenwashing, elle marche très bien. La deuxième technique, dans je confonds 1 et 1000, c'est je m'appelle Air France, tous les jours je crame de je ne sais pas combien de centaines de milliers de tonnes de kérosène et je vous explique que j'ai mis des ruches sur le toit. Voilà. Ça, c'est la deuxième technique de greenwashing qui marche extrêmement bien. Il y a une troisième technique de greenwashing qui marche très bien, qui consiste à ne compter les problèmes que dans le périmètre dans lequel vous êtes en train de les résoudre. Ça, c'est aussi un truc qui marche très très bien. Donc, dans mon cas de figure, par exemple, vous faites au lieu de compter l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre qui sont la contrepartie de votre activité dont vous dépendez, vous ne comptez que celles qui vont bien et sur lesquelles vous avez une possibilité de faire un petit quelque chose. Alors, je vais vous donner un exemple. Vous êtes un centre commercial. Un centre commercial, vous savez, c'est un gros entrepôt. Donc, pour qu'un centre commercial puisse vivre, il faut fabriquer les produits qui vont être vendus. Donc, quand M. Poitrina, l'ancien de cette école, était le patron d'Unibail, l'essentiel des émissions des centres commerciaux possédés par Unibail et dont Unibail dépendait, c'était le fait qu'il y ait des camions qui livrent les marchandises, des gens qui viennent en bagnole dans les centres commerciaux. Enfin, lui avait beaucoup de centres-villes. Et que surtout qu'on fabrique tous les produits qui sont vendus dans ces centres commerciaux. Si on arrête de faire des ordinateurs Apple, eh bien, M. Poitrinal perd la FNAC. Et s'il perd la FNAC, il perd du pognon. Donc, les émissions... ah oui, il faut que j'aille remettre les sponsors. Les émissions dont ils dépendaient, c'était tout ce qui allait de la fabrication des produits vendus jusqu'à la logistique des clients qui venaient se servir dans ces centres. Qu'est-ce qu'on compte en général dans ce genre d'endroit quand vous faites un? Vous comptez les émissions de la chaudière du centre commercial. On s'en fout. Donc ça, c'est aussi une très bonne technique de greenwashing qui consiste à ne compter qu'un tout petit morceau du machin. Enfin voilà, vous en avez d'autres, des techniques de greenwashing. Alors le problème, c'est que ça demande un peu de technicité d'être capable de les débusquer. Si vous n'êtes pas familier du métier de l'entreprise, si vous n'êtes pas familier de la façon dont ça fonctionne physiquement, jeune diplômé, vous allez avoir beaucoup de mal à comprendre qu'on est en train de vous raconter des carabistouilles quand on vous dit qu'on fait les choses bien. Une dernière technique de greenwashing, c'est de promettre des trucs qui n'arriveront jamais. Par exemple, ce n'est pas un exemple d'entreprise, mais par exemple, Madame Elisabeth Borne,
qui fut aussi une voisine, puisqu'elle était dans la chambre en face de la mienne il y a quasiment 40 ans, a expliqué il n'y a pas longtemps à la radio que ce n'était pas grave de faire le 4e terminal de Roissy, parce qu'on allait faire voler des avions zéro carbone à l'hydrogène. Voilà. Ça, c'est une très belle technique de greenwashing aussi. Donc si vous allez travailler chez ADP, par exemple, on pourra vous dire mais pas de problème, les avions vont être décarbonés parce qu'ils voleront à l'hydrogène. Donc il y a cette difficulté-là aujourd'hui, c'est que beaucoup d'entreprises ont compris que c'était un sujet pour votre génération. Comme elles n'ont pas travaillé le sujet jusqu'à maintenant, comme elles n'ont rien fait, eh bien, elles font la seule chose qui, à court terme, est en leurs moyens, en leur capacité, c'est de raconter n'importe quoi. Et il y a un certain nombre de gens avec qui ça marche, parce que vous n'avez pas les moyens techniques de comprendre qu'on est en train de vous raconter n'importe quoi. Dans les petites entreprises, vous allez avoir le symétrique exact de la grande, c'est-à-dire que vous allez avoir des entités qui seront moins influentes sur l'évolution du monde, où vous serez plus rapidement plus près de Dieu, où vous aurez plus rapidement une capacité d'initiative, mais qui porteront sur des sujets qui seront nécessairement un peu moins à effet de levier. Voilà. Et quelque part, c'est un peu comme vous le sentez. Non, mais voilà, il n'y a pas de recette miracle. Vous avez évoqué la piste de l'hydrogène, qui fait partie des grandes décisions qui sont prises par 2 grands pays en Europe. Il y a des décisions d'investissement de plusieurs milliards qui sont faites sur ce secteur. Vu depuis l'extérieur, avec un regard externe sur ces questions-là, on a l'impression que cette filière elle était un peu laissée de côté par rapport à tous les enjeux pour aller chercher de l'énergie un peu partout sur la planète. On a l'impression que c'est une voie qui peut être intéressante, qu'on l'a laissée de côté, et puis tout d'un coup, on la sort comme ça du chapeau. Alors, moi j'ai 2 questions, c'est pour quelles raisons on n'a pas traité, hein, on ne s'est pas intéressé à cette filière, autant que la filière bois, que la filière photovoltaïque ou éolienne. Et quel est votre pari dans les 10 prochaines années sur la proportion de ce vecteur énergétique après les investissements qui seront faits par les grands pays européens? Alors, la réponse à la 2e question, c'est epsilon. Ça a un lien avec la réponse à la première question, qui est l'hydrogène. On connaît depuis très très longtemps. C'est pas un truc. L'hydrogène est un truc qu'on ne trouve pas dans la nature. Et le seul hydrogène que vous trouvez dans la nature est sous forme liée. Donc vous avez de l'hydrogène dans l'eau, sauf que pour casser l'énergie de liaison entre l'hydrogène et l'oxygène, il faut dépenser plein d'énergie, et il faut en dépenser plus que l'énergie que vous récupérez en utilisant l'hydrogène derrière. Donc en fait, l'hydrogène n'est pas une source d'énergie. Le soleil, c'est une source d'énergie, parce que vous avez une réaction nucléaire permanente dans le soleil qui amène de l'énergie dans le système. Les combustibles fossiles, c'est une source d'énergie. En fait, c'est de l'énergie nucléaire ancienne, puisque c'est de l'énergie solaire ancienne, qui s'est concentrée dans des petites poches souterraines. Et aujourd'hui, on peut extraire ça de l'environnement avec moins d'énergie pour l'extraire que l'énergie que ça va fournir. L'hydrogène, vous ne pouvez pas l'extraire de l'environnement avec moins d'énergie pour l'extraire que ce que ça va fournir. Vous êtes obligé de mettre plus d'énergie pour l'extraire que ce que ça va fournir. Donc, ce n'est pas une source d'énergie. C'est éventuellement une manière de l'utiliser, mais vous avez besoin d'une autre source d'énergie. Alors aujourd'hui, l'hydrogène, il est produit en quantité significative parce que c'est une matière première pour la chimie des engrais. En fait, l'hydrogène est une matière première pour faire de l'ammoniac. Pour faire de l'ammoniac, la formule NH3, vous avez besoin d'azote, ça c'est facile, on le prend dans l'air, et vous avez besoin d'hydrogène. Alors cet hydrogène, il est produit d'une façon très simple. On prend du méthane, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, CH4, gaz naturel. On le mélange avec de l'eau, H2O, donc tout ça est plein d'hydrogène, l'hydrogène de l'eau, l'hydrogène du méthane. On chauffe l'ensemble très fort avec du gaz, et à ce moment, vous avez l'hydrogène qui se sépare à la fois du carbone du méthane et de l'oxygène de l'eau, et le carbone du méthane et l'oxygène de l'eau s'associent pour faire du CO2. Donc aujourd'hui, produire de l'hydrogène, il n'y a aucun problème. Air Liquide vous fait ça partout. Et les grandes applications, comme je le disais, c'est la production de l'ammoniac pour la chimie des engrais. Et la deuxième grande application, c'est la désulfuration des carburants. Donc vous avez des unités de production d'hydrogène dans toutes les raffineries pour faire des carburants qui ne contiennent pas de soufre. Donc l'hydrogène, ça fait très très longtemps qu'on connaît. On sait également depuis très longtemps que c'est le gaz qui est le moins dense énergétiquement par unité de volume. D'accord ? Or, on sait aussi depuis très longtemps, à cause de M. Marriott et de sa loi éponyme, que la dépense énergétique liée au transport d'un gaz est indépendante de la nature du gaz. Donc si vous prenez le gaz qui a la plus faible densité énergétique par unité de volume, c'est là que vous allez avoir les pertes énergétiques les plus importantes liées à son transport et son stockage.
Dernier point, l'hydrogène est une toute petite molécule. Donc vous ne pouvez pas utiliser les réseaux existants de gaz pour transporter de l'hydrogène, parce que sinon l'hydrogène va se coller dans les microfissures de l'acier et fragilise le réseau. Dans le réseau français de distribution de gaz, par exemple, basse pression, hein, celui qui arrive chez vous, eh bien, on peut mettre 6% d'hydrogène dans le gaz et pas plus, parce que sinon le réseau casse. Donc vous êtes obligé de refaire des unités, des infrastructures de transport dédiées, et puis pour le produire de manière propre. Alors j'ai fait un tout petit calcul. J'ai imaginé qu'on produisait de manière propre, c'est-à-dire avec de l'éolien, de l'électrolyse et du stockage. Tout ça n'est pas propre, mais c'est pas grave, c'est quand même propre. L'hydrogène nécessaire au transport français. En France, on consomme 40 millions de tonnes. Je pourrais refaire l'exercice avec la Suisse, ça serait tout aussi démesuré. En France, on utilise 40 millions de tonnes de pétrole par an dans les transports. Pour produire la même quantité d'énergie en hydrogène pour alimenter les transports terrestres, en tenant compte du fait que les piles à combustible sont plus efficaces que les moteurs à combustion interne, j'ai tenu compte de ça, eh bien, il faudrait qu'on double la production d'électricité française pour électrolyser de l'eau pour faire l'hydrogène. Et si on met que des éoliennes pour ça, puisque le nucléaire c'est cacaberc et le reste c'est cacaberc, eh bien il faudrait qu'en France on installe 1,5 fois le parc éolien qu'on a actuellement en Europe, ou il faudrait qu'on multiplie le parc français par, que je dise pas de conneries, 15. En 10 ans, c'est n'importe quoi. Au surplus dans un pays qui va rentrer en récession structurelle. Parce que je vous rappelle tout à l'heure qu'à cause de la décrue sur le pétrole, le paysage économique à partir de maintenant, c'est qu'en gros, l'évolution structurelle dans les pays de l'OCDE, ça va être la contraction économique, donc la décroissance, pour appeler un chat un chat. Donc on ne va pas avoir et l'argent pour payer ma maison de retraite et la vôtre, et l'argent pour payer l'hôpital, et l'argent pour payer, je ne sais pas quoi, les smartphones, et l'argent pour faire la 5G, et l'argent pour faire l'hydrogène, et on n'aura pas. Et c'est fini ça. Ça, c'est en période de croissance. En période de non-croissance ou de contraction, si vous faites A, vous ne faites pas B. Et vous ne faites même pas un bout de C que vous faisiez avant. Donc, l'hydrogène, il y a un cas de figure où ça sert à quelque chose, un seul. C'est si on le fait par électrolyse avec une source bas carbone pilotable de base, donc j'ai nommé le nucléaire, et si on s'en sert pour faire de la réduction du minerai de fer, ou de l'ammoniac pour faire les engrais. Voilà. Donc il y a deux applications intéressantes de l'hydrogène, qui ne sont pas du tout celles que l'Europe va financer, parce que le nucléaire c'est cacaberc, qui sont l'hydrogène à partir de nucléaire pour faire soit de l'acier, en réduisant le minerai de fer, soit des engrais. Voilà, ça c'est les deux trucs intéressants. Dans la mobilité, on oublie, on passe les gens de la voiture au vélo, c'est beaucoup plus simple. Au vélo électrique. Toutes les bagnoles que je vois dans Genève, là, il y en a 80% que je peux remplacer par des vélos électriques, sans aucun problème. Pour moins de 20 bornes par jour, aucun problème. Étant donné que le PIB est directement lié à la consommation d'énergie, on va avoir une chute du PIB, enfin en tout cas on peut le souhaiter, mais il se trouve qu'une chute du PIB dans la structure actuelle de notre économie, ça amènerait directement à de la destruction d'emplois. Donc comment faire pour que la descente énergétique soit socialement acceptable ? Eh bien, vous avez la réponse. Il faut organiser la diminution du pouvoir d'achat. Et cette organisation n'est acceptable qu'à partir du moment où, en face, vous arrivez aussi à faire baisser les charges. Alors, la première charge aujourd'hui, c'est celle du logement. On va retomber sur ce que je disais tout à l'heure. Comme de toute façon, pour des raisons énergétiques, il faut faire dégonfler les grandes villes. Ça tombe bien. Si je vous enlève 30% à votre salaire, mais que vous allez dans un endroit où se loger coûte 30% moins cher, que par ailleurs vous faites pousser une partie de votre bouffe, bon, bah, vous achèterez moins de fringues et moins de smartphones. Je ne sais pas si c'est très grave. Ce dont je suis intimement persuadé, c'est que le seul contexte dans lequel ce genre de choses est négociable, c'est si en face je vous amène de l'espoir. Dit autrement, je vous dégage le brouillard devant en vous disant quand même tu vas devant, là ça monte un peu, on va transpirer un peu. Mais je dégage l'horizon et on est sûr qu'on ne va pas tomber dans une crevasse. Je pense qu'il faut absolument tenir ce genre de discours, mais on en revient à ce que je viens de dire juste avant. Il faut être capable de faire la pédagogie du problème si on veut être capable de vendre l'effort face au problème. Ce que je crois aujourd'hui, c'est que dans la population française, une partie des gens ont confusément compris. Ils n'ont pas explicitement compris, ils continuent à tout confondre, ils ont quand même confusément compris que demain, ça n'allait pas être la répétition d'hier et qu'il allait y avoir des trucs bizarres. Bon. Donc je pense qu'aujourd'hui, quelque part, on n'est pas très loin de pouvoir commencer à accompagner ce mouvement, déjà en expliquant
Moi, je sais que je me suis jamais fait sortir d'un endroit où j'expliquais les choses, y compris à des syndicalistes CGT. Enfin, quand on explique les choses et qu'on explique pourquoi, effectivement, il y a des difficultés devant nous qui ne sont pas liées à la mauvaise volonté de tel ou tel, mais qui sont juste liées à la façon dont le système s'est construit, en général, les gens sont d'accord, enfin, ont envie de discuter. Ils commencent à avoir envie de regarder qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Alors, un truc qui revient systématiquement, c'est clair que c'est dans une privation générale, le mode de vie de Bernard Arnault est encore plus intolérable. Et ça, c'est vrai. Et c'est un vrai problème. Alors, il y a plusieurs manières de faire baisser la richesse de Bernard Arnault. Il y en a plein. On peut nationaliser sa boîte. Enfin bon, plein de manières. Bon. Je pense. Alors, je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure sur les économistes qui ne réfléchissent pas dans le bon contexte. Il faut probablement réfléchir à des trucs comme ça. De même que tous les gens qui ont des pavillons de banlieue qui ne vaudront plus rien dans un monde à l'énergie contrainte. Parce que c'est quoi une banlieue? C'est la zone où vous allez mettre des gens qui sont indispensables à une activité de type urbain. Ce n'est pas des agriculteurs que vous mettez dans des pavillons de banlieue, c'est des employés de bureau. Hein. Donc vous mettez des gens qui font partie du système énergivore et qui, le jour où le système énergivore n'est plus là, font partie d'une agglomération qui n'a plus les moyens de trouver sa subsistance à l'extérieur et d'une agglomération qui est quand même trop dense, une banlieue, pour trouver sa subsistance en elle-même. Parce que ce n'est pas avec un jardin ouvrier de 50 mètres carrés que vous allez faire bouffer toute la famille toute l'année. Bon. Donc le pavillon de banlieue dans un monde en contraction énergétique, ma théorie, c'est qu'un jour, il ne vaudra plus rien. Peut-être qu'il faudrait anticiper le truc en créant un fonds d'indemnisation pour propriétaires de pavillons de banlieue. Non mais, il y a tout à inventer dans ce monde-là, puisque c'est un monde qu'on n'a jamais connu. C'est une nouvelle planification qu'il nous faut. Bien sûr qu'il faut une planification. Pas avec des plans quinquennaux, mais c'est quoi l'horizon de temps qui 50 à 100 ans. Okay. Bien sûr qu'il nous faut une planification. Alors là, je redis un truc que j'ai dit tout à l'heure. Les Français sont les champions du monde de l'optimisation sous contrainte. C'est aussi le seul pays communiste d'Europe de l'Ouest. La France est le seul pays communiste d'Europe de l'Ouest. On est un pays foncièrement égalitaire. Foncièrement égalitaire. Je veux dire, les gens, ça débecte mon voisin que je gagne 10% de plus que lui. Enfin, je veux dire, on est un pays foncièrement égalitaire. Alors, ça peut avoir des côtés horripilants, mais ça a aussi un énorme avantage face à la contrainte que je viens de décrire, parce que justement, on est un pays accessible à l'idée de collectif. On est un pays dans lequel la part des prélèvements obligatoires est très élevée, pas pour autant qu'on s'en porte plus mal, soit dit en passant. Hein. Moi, j'ai fait des petits calculs. Quand la dépense de santé et de retraite, parce que c'est essentiellement ça qui échappe aux prélèvements obligatoires dans les autres pays, passe directement dans le privé, les gens ne sont pas nécessairement en meilleure santé et ils n'ont pas nécessairement une retraite plus sympa. Donc l'idée qu'avec moins de prélèvements obligatoires, on se porte mieux, c'est de la foutaise de gens qui n'ont pas réfléchi plus loin que le bout de leur nez. Mais donc, dans ce monde-là, on va avoir besoin d'un effort collectif extrêmement développé. Je le redis, on a une chance en France, c'est qu'on est accessible à ça. Beaucoup plus que les Américains qui sont perdus pour la cause pour l'éternité. Donc aujourd'hui, il faut qu'on ait l'ambition d'imposer notre façon de voir le monde aux Américains et pas l'inverse. Mais vraiment, hein, je suis sérieux quand je dis ça. J'ai mis 20 ans à me faire à cette idée, mais je le pense. J'ai vécu aux États-Unis quand j'étais étudiant, donc je viens de très loin. Mais je le pense vraiment, ce que je viens de dire. Et il va donc falloir inventer une planification. Il va donc falloir inventer la façon de dégonfler le système, et on va avoir un débat très douloureux sur la question démographique. Parce que, alors là, je vais peut-être en choquer quelques-unes et quelques-uns dans cette salle, je pense que le débat du moment sur la PMA est surréaliste. Parce que dans un monde peuplé de 8 milliards d'habitants, se demander comment je peux rajouter des êtres humains sur Terre ne me semble pas être la première priorité. Mais vraiment, je pense qu'on se prépare juste à faire des gens qui sont malheureux. Donc aujourd'hui, c'est l'exact inverse qu'il faut faire. Et je vais reprendre le propos d'un père jésuite que j'adore, qui s'appelle Gaël Giraud, voilà, qui a une vidéo. Faut mesurer ce que ça veut dire chez un jésuite, ce qu'il a dit. Hein. Enfin, chez un catho. Hein. Il y a une vidéo de lui qui tourne sur Internet, donc vous pourrez aller vérifier, dans lequel il dit l'aide au développement en France, et il était chef économiste de l'Agence française de développement quand il a dit ça. On peut vous dire que vraiment... Gaël a dit les 3 priorités que devrait avoir l'aide au développement aujourd'hui, les 3 uniques priorités devraient être l'éducation des femmes, le planning familial et les systèmes de retraite. C'est-à-dire tout ce qui permet de contenir la démographie de façon, j'ai envie de dire, raisonnablement douce. D'accord ? Il faut se concentrer sur ces 3 trucs-là, et on oublie les ponts et les routes et les aéroports et les machins, tout ça, on fait une croix dessus. Bon. Alors, un peu de développement agricole, dans la mesure où c'est compatible avec une démographie qui se calme.
Voilà. Sinon, le problème, il est juste... Bon, il se trouve que mon information de première main sur les soirées chez vous revient tout juste d'un stage à Madagascar de terrain où elle a compté les zébus. Le zébu, c'est le capital du paysan malgache. Eh bien, c'est très simple ce qui se passe là-bas. La population croît, vous n'êtes pas un homme si vous n'avez pas défriché votre parcelle, et donc les gens vont couper la forêt. Qu'est-ce que vous voulez faire contre ça? Bon. La seule chose que vous pouvez faire, c'est d'essayer de changer le schéma dans lequel la population croît indéfiniment. Il n'y a pas d'autre chose à faire. Donc, mais c'est un débat difficile. De même qu'en France, on va avoir un débat sur les allocations familiales, etc. C'est des débats difficiles, mais il faut les avoir, parce qu'à mon avis, ne pas les avoir, c'est pire. C'est la régulation involontaire du système. Et je rappelle aux agros qui sont dans cet amphi que les populations animales n'ont que 2 modes de régulation naturelle, hein, c'est la famine et la maladie. Vous vous rappelez, hein, la famine et la maladie. Alors la guerre, c'est un accélérateur de la famine et de la maladie. C'est en général ça qui fait des gros dégâts dans une guerre, c'est que les gens n'ont plus à bouffer et qu'ils n'ont plus la possibilité de se soigner. Les morts directes dans le conflit, je vous rappelle que la Première Guerre mondiale a fait moins de morts que la grippe espagnole qui a suivi. Et dans les morts de la Seconde Guerre mondiale, vous avez énormément de morts chez les civils, qui sont des gens qui sont morts de faim et de maladie. Énormément. Donc, donc ne pas accepter de regarder en face ce problème-là, c'est signer pour le fait que la famine et la maladie et les guerres, à cause des tensions, règlent le problème à notre place. Je pense que c'est mieux d'avoir un débat sur les allocs, quoi.